La nuit du 22 octobre 1942 à Guadalcanal fut si épaisse qu'elle semblait étouffer jusqu'aux poumons. Entre l'humidité étouffante et le bourdonnement assourdissant des insectes nocturnes, le soldat Robert Youngder du 164 TH Infanterie Régiment passe une dernière fois ses doigts sur la crosse de son M1 Garand. Il y a à peine 11 jours, son unité avait débarqué sur l'île, marquant la première offensive de l'armée américaine contre les forces japonaises pendant la Seconde Guerre mondiale. Désormais, aux côtés des marines toujours équipés de Springfield à verrou obsolètes, les hommes du 164e s'emparent de leurs fusils semi-automatiques, chacun avec 8 balles prêtes dans le chargeur. Soudain, un rugissement humain traverse l'obscurité, des milliers de soldats japonais avancent dans une charge incontrôlée en criant « Banzai !» et Eto Tsujeki, avec une fureur qui glace le dos de tout défenseur. Parmi eux, le lieutenant Kenji Yamamoto du 29e régiment d'infanterie fait avancer son peloton. Son type 38 Arisaka, avec un canon de près de 80 cm de long, est un fardeau dans l'épaisse végétation. À chaque tir, il doit manipuler le verrou manuellement, vers l'arrière, vers l'avant, vers le bas, tandis que les munitions de 6,5 x 50 mm sont introduites une à une dans le chargeur interne pour seulement 5 tirs. Derrière lui, quelques nouvelles recrues embarquent le type 99, doté d'une cartouche 7,7 x 58 même plus puissante, mais toujours limitée par la même mécanique archaïque. Ce qui allait suivre au cours des 12 heures suivantes de combat brutal révélerait une vérité impitoyable, l'écrasante supériorité de la puissance de feu américaine, ce que les Japonais n'avaient jamais anticipé. La différence technologique entre le M1 Garand semi-automatique et l'Arisaka à verrou n'était pas seulement une question d'équipement, c'était un gouffre qui déciderait des batailles. La guerre dans le Pacifique prouvera que, si courageux et déterminés soient-ils, les soldats japonais ne possédaient pas de fusils d'une époque révolue. Alors qu'ils rechargeaient tous les 5 coups, les Américains tiraient 8 balles d'affilée, avec la puissance létale de la cartouche Springfield .30-06, capable de larguer un ennemi à des centaines de mètres avec une précision chirurgicale. Cette disparité se répéterait à chaque confrontation, depuis les jungle étouffantes de Nouvelle-Guinée jusqu'aux cendres volcaniques d'Iwo Jima, faisant pencher la balance de manière décisive en faveur des États-Unis. Le M1 Garand n'était pas seulement une arme, c'était le résultat d'une révolution industrielle. Conçu par le génie canado-américain John C. Garand, sa création a nécessité 17 ans de perfectionnement à l'arsenal de Springfield jusqu'à son adoption en 1936, faisant des États-Unis le premier pays à équiper ses troupes d'un fusil semi-automatique standard. Son mécanisme à gaz, qui utilisait une partie de la pression du tir pour éjecter la douille et charger la balle suivante, permettait à un soldat entraîné de tirer entre 40 et 50 fois par minute, soit le double, voire le triple, de la cadence d'un Arisaka. Alors que les Japonais s'appuyaient sur des fusils vieux de plus de 40 ans, les Américains tiraient des projectiles de 150 grains à près de 3000 pieds par seconde, générant 2656 lbp d'énergie initiale, suffisamment pour percer une armure légère et arrêter un ennemi au premier impact. Le rechargement était quasi instantané, un chargeur de 8 cartouches pouvait être changé en moins de 3 secondes par un tireur expérimenté. Le contraste avec l'Arisaka était brutal. Créés à la fin du 19e siècle, les types 38 et type 99 étaient robustes, précis à longue distance et même innovants sur certains aspects, comme le système d'échappement des gaz pour protéger le tireur en cas de casse du boîtier. Mais leur action à verrou, héritée de l'ère pré-industrielle, les rendait trop lents pour la guerre moderne. Le type 38, avec son canon trop long, était un cauchemar en combat rapproché, tandis que le type 99, bien que plus compact, arrivait trop tard pour remplacer son prédécesseur. La différence n'était pas seulement sur le champ de bataille, mais aussi sur les chaînes de production. Entre 1936 et 1945, les usines américaines ont fabriqué un nombre incroyable de 5,4 millions de M1 Garand. DS. Seul Springfield Arsenal a produit 3,5 millions, avec Winchester contribuant plus d'un demi-million. Au plus fort, ils sont sortis 1000 fusils par jour de Springfield et 600 de Winchester, un rythme qui a assuré que, jusqu'au milieu de 1943, pratiquement tous les soldats marins et américains navals dans le Pacifique ont transporté un semi-automatique. Les Japonais, en revanche, ont lutté avec ce qu'ils avaient, des fusils obsolètes, une production limitée et une doctrine qui appréciait l'esprit sur la technologie. La bataille de Henderson Field n'était pas seulement une autre confrontation, c'était un bassin versant. Là, entre le bruit des coups de feu et les cris des blessés, il était clair que la guerre moderne ne serait pas surmontée avec courage, mais avec l'innovation, l'échelle industrielle et la capacité de mettre entre les mains de chaque soldat un pistolet qui a transformé un homme en une machine imparable. Les Japonais se sont battus avec des pinces en tissu et des baïonnettes, américains, avec une ingénierie de précision et un incendie supérieur. Et à la fin,
cette différence a fait toute la différence. La question de la puissance d'arrêt, mais à un coût logistique dévastateur. Alors que les Américains ont avancé avec une seule munition standardisée sur tous les fronts, les Japonais ont été obligés de maintenir 2 chaînes d'approvisionnement distinctes, une pour l'ancien type 38, une pour le type 99 le plus moderne. Dans des batailles telles que Guadalcanal ou Iwo Jima, où chaque gramme de fourniture a été transporté sous le feu ou dans des conditions d'extrême, cette dualité n'était pas seulement une nuisance, c'était un peu opérationnel. Les troupes arrières ont souvent reçu les fusils plus anciens, tandis que les unités d'élite se sont battues avec le type 99, mais même ainsi, la rareté des munitions de 7,7 mm a forcé beaucoup à recourir à 6,5 mm, sacrifiant la puissance de feu en échange d'une disponibilité simple. Et ici réside un autre avantage écrasant de M1 Garand, ces munitions n'étaient pas seulement abondantes, elles étaient mortelles. Le Springfield .30-06, avec son projectile de 150 grains à environ 2800 pieds par seconde, a percé les cocotiers à 500 mètres et a renversé les soldats avec un impact que les Japonais ont décrit comme frappé par un marteau. Les rapports de combat sont unanimes, un seul tir Garand a souvent éliminé la cible instantanément, tandis que les Japonais dépendaient de plusieurs coups de 6,5 mm pour neutraliser un ennemi. Même 7,7 mm, bien que plus puissant, ne correspondait pas à l'énergie cinétique du .30-06, en particulier en distance en plus de 200 mètres, où la trajectoire plus plate de la cartouche américaine maintenait une précision mortelle. Mais la supériorité ne s'est pas arrêtée dans le calibre. Alors que les Japonais ont eu du mal à faire fonctionner leur ligne de production avec des métaux de qualité de plus en plus rares, les Américains ont transformé leur industrie en une machine de guerre sans précédent. L'armoire de Springfield, le berceau de M1 Garand, n'était pas seulement une usine, c'était un temple de précision. Chaque fusil a subi des tests de groupe qui ont rejeté toute arme qui ne se regroupait pas dans 5 pouces à 100 mètres. Échange de pièces? Absolu. Un Garand endommagé sur le devant pourrait être fixé avec des pièces de tout autre fusil, quel que soit le fabricant, grâce à des normes rigides qu'ils ont fait de la production japonaise tardive. Les Japonais, en revanche, ont vu leur type 99 hors des lignes de montage en 1944 avec des marques d'outils brutales, des bois mal ajustés et des tuyaux sans chromer, lorsque le chrome existait toujours. Ce qui était autrefois un fusil avec un objectif anti-aérien innovant, un monope intégré et une finition impeccable, est devenu l'ombre de lui-même, un tube métallique grossier, avec des traits fixes simplifiés et des colonels en bois vert qui habitaient l'humidité de la jungle. Et puis il y avait le problème de conception pour la guerre royale. Le M1 Garand a été conçu pour le soldat moyen, pas au tireur d'élite dans un champ de dégustation, mais à la boue épuisée, recouverte de pluie torrentielle ou de poussière volcanique qui devait tirer maintenant. Son mécanisme semi-automatique a gardé le tireur d'élite sur cible, pas de mouvement brusque pour actionner un verrou, pas de rupture de position. Le son caractéristique du clip éjecté. Un avertissement tactile indiquant qu'il était temps de recharger non pas un défaut, mais un avantage au milieu du chaos, où les secondes décidaient de qui vivait ou mourait. Le type 38, avec sa longueur excessive et son verrouillage manuel, était un fardeau dans la jungle. Les soldats japonais ont raconté comment l'arme était restée coincée dans les vignes, comment le long canon gênait les manœuvres dans des tranchées étroites et comment la nécessité de recharger tous les 5 coups les rendait vulnérables dans les affrontements au corps à corps. À Okinawa, où la distance d'engagement moyenne était de 30 mètres, la précision à longue portée de l'Arisaka était aussi utile qu'un canon naval dans un couloir. Mais c'est dans la logistique que la différence est devenue criminelle. Les Américains n'ont pas seulement produit plus, ils ont produit mieux, avec une efficacité qui frôlait l'obscène. Tandis que le Japon luttait pour extraire le chrome des mines occupées de Mandchourie ou recycler le laiton des cartouches usagées, les États-Unis inondaient le Pacifique de munitions .30-06 fabriquées en quantité si astronomique que les gisements de gamme et de Seppan semblaient inépuisables. L'usine de Lexity produisait à elle seule 200 millions de cartouches par an, soit suffisamment pour soutenir confortablement toute l'infanterie américaine sur le théâtre d'opération. Et chacun de ces projectiles était identique au précédent, même vitesse, même trajectoire, même létalité. Les Japonais, quant à eux, voient la qualité de leurs munitions chuter ainsi que leurs ressources. Cartouches de 6,5 mm à poudre dégradée, étui mal scellé, fusible défectueux, en 1945, il n'était pas rare qu'un soldat japonais utilise la moitié de son chargeur pour découvrir que la moitié des balles ne tiraient pas. En fin de compte, la guerre dans le Pacifique n'a pas été décidée uniquement par la stratégie ou le courage, mais aussi par la capacité de mettre une arme entre les mains de chaque soldat qui a travaillé au pas seulement le premier jour de combat, mais le 100e, sous la pluie, la boue et le sang. Le M1 Garand était plus qu'un fusil,
c'était le symbole d'un système industriel capable de transformer l'acier brut en supériorité tactique. Les Japonais, avec leur Arisaka de plus en plus rudimentaire, luttaient non seulement contre les Américains, mais aussi contre les lois de la physique et de l'économie de guerre. Et comme l'histoire l'a prouvé, ce sont des batailles qu'aucun empire, aussi déterminé soit-il, ne peut gagner. Ces failles n'étaient pas seulement des déficiences techniques, c'étaient des failles fatales qui se sont transformées en cauchemars logistiques. Maintenir deux calibres différents sur un théâtre d'opération déjà chaotique, c'était comme essayer de se battre avec une main attachée dans le dos. Les records sont implacables, le 23e régiment d'infanterie de Guadalcanal a reçu des munitions de 7,7 mm pour ses fusils type 38, transformant armes et balles en ferraille inutiles au milieu de la jungle. La même erreur s'est répétée aux Philippines, dans des garnisons isolées, où la confusion entre les calibres a coûté des vies. Et la cartouche de 6,5 mm, avec son bord semi-saillant, avait la dangereuse habitude de tomber en panne dans des conditions tropicales, où l'humidité et la corrosion transformaient chaque tir en roulette russe. Mais alors que l'Empire japonais luttait contre les problèmes qu'il s'était lui-même infligés, les Américains introduisirent dans le combat quelque chose qui allait changer le cours de la guerre, le M1 Garand. Lorsque le 164e régiment d'infanterie de la Garde nationale du Dakota du Nord débarqua à Guadalcanal le 13 octobre 1942, il n'apporta pas seulement des renforts, il apporta une révolution. Les Marines, toujours équipés de leur Springfield M1903 à verrou, regardaient avec un mélange d'envie et de scepticisme les soldats de l'armée décharger leurs fusils semi-automatiques. Pistolets jouets, marmonnèrent certains. Jusqu'à ce que la bataille pour Henderson Field, les 24 et 25 octobre, transforme le scepticisme en admiration forcée. Cette nuit-là, alors que les vagues japonaises émergeaient de l'obscurité, brillantes dans le flash des baïonnettes, les soldats du 164e répondirent par des tirs qui semblaient provoquants. Errent les lois de la balistique. Le Cap James Cass, de Compagnia M, décrirait plus tard, ils sont venus en masse, presque invisibles, à l'exception de l'éclat d'acier. Avec les Garants, nous avons tiré 8 coups de feu avant de couvrir 30 mètres. Chaque homme était une section de mitrailleuse. Il n'y avait pas de rupture pour recharger, comme si l'enfer n'avait pas eu de coup de feu. Jetés progressivement en première ligne, renforçant les marins qui commençaient déjà à s'effondrer. Le feu semi-automatique dévastateur a stabilisé la défense. Le colonel Bryant Moore rapporterait que ces hommes ont consommé plus de 250 000 cartouches .30-06 en seulement 2 jours. Les corps japonais ont été blottis par les positions du 164e, beaucoup massacrés par la cadence implacable de Garand. Même les marines, fiers de leur tradition avec les Springfield, devaient reconnaître la supériorité. Le soldat Robert Leakey, qui s'immortaliserait plus tard ses souvenirs dans Un casque pour mon oreiller, a admis « Nous pensions que ces « folies de chiens » de l'armée étaient vertes, avec leurs fusils modernes. Mais lorsque les Japonais ont porté, ces Garants parlaient avec une voix que nous n'avions jamais entendue. Attaqués et laisseraient un témoignage effrayant dans ses souvenirs, ils nous ont dit que les Américains étaient mous, que notre esprit Yamato surmonterait ses avantages matériels. Nos officiers avalaient qu'un soldat japonais valait 10 Américains. C'était comme courir contre un mur d'acier. Chaque Américain semblait avoir une mitrailleuse. Nos rifles Arisaka, ceux que nous avons travaillé de la même manière que nos parents dans la guerre russe-japonaise. La tactique de Banzai, qui avait écrasé des conscrits chinois mal armés, s'est désintégrée devant un mur de feu qui n'a jamais cessé. Le lieutenant Hiroshi Takahashi, du 230 TH Infanterie Régiment, a laissé une lettre sur son corps qui a révélé le désespoir, les fusils automatiques américains sont dévastateurs. Chaque soldat tire aussi vite que nos mitrailleuses légères. Lorsque nous allons de l'avant, il semble que nous attaquons un poste défendu entièrement par les mitrailleuses. Nos MEN tombent avant de gérer le four pour le deuxième moment. La baïonnette, un symbole de Bushido dans le combat de mêlée, est devenue inutile lorsque les Japonais ont été abattus à 50 mètres des lignes américaines. Et le Garand n'était pas seulement mortel, c'était implacable. À Cap Gloucester, en décembre 1943, la première division marine, désormais entièrement équipée de M1 après des cours de Guadalcanal, a atterri sous des pluies torrentielles en Nouvelle-Bretagne. Le soldat Eugene Sledge, auteur de With the Whole Race, décrirait que Garand était la seule chose à laquelle nous pouvions faire confiance. Avec de l'eau tombant comme des cascades et de la boue qui avalait les bottes, ce fusil tirait encore. Aïe! Même le sergent John Basilone, un héros Guadalcanal et le futur récepteur de la médaille de l'honneur, a conduit un Garand en tant qu'arme personnelle. Son observation a été simple et mortelle, le Garand a donné à chaque marine la puissance de feu de 3 hommes avec des fusils de boulon. Dans la jungle, où vous n'avez qu'une seconde à tirer,
ne pas avoir à déplacer le boulon signifiait la différence entre tuer l'ennemi ou le laisser s'échapper pour vous tuer plus tard. La course finale est arrivée à Sepang en juin 1944, lorsque la plus grande banza de la guerre du Pacifique a lancé plus de 3000 soldats japonais avec. Faites confiance aux lignes américaines dans une attaque désespérée contre l'Aube. Le soldat Harold Ageholm de la 4e division marine était là avec son garant. Son partenaire, Cap John Miller, se souvient, ils sont venus à l'épaule, criant comme des démons. Nos garants ne se sont jamais arrêtés. Le son des clips éjectants était constant, comme une chanson mortelle. Ils ont eu un coup, deux s'ils avaient de la chance avant que notre semi-automatique ne les tombe. À Peleliu, en septembre de la même année, les Japonais avaient appris, plus de charges stupides, mais des positions fortifiées. Même ainsi, le Bolt Arisaka n'avait pas de réponse. Comme l'a observé Cabo Hervé Bergen, lorsque nous avons localisé une position, nous l'avons saturé de tirs de fusil. 4 ou 5 d'entre nous avec des garants, nous pourrions verser 40 coups de feu à l'entrée d'une grotte dans le temps qu'ils ont pris pour répondre avec 5 ou 6. Nous avons gardé la tête baissée tandis que d'autres marines avançaient avec des lancers ou des explosifs. Ce n'était pas seulement l'arme, c'était la doctrine derrière elle. Aux États-Unis, de Fort Benning au Camp Perry, les soldats ont non seulement appris à tirer avec garant, ils ont été forgés pour maîtriser leur cadence mortelle. Les cours de qualification sont non seulement précis, mais la capacité de transformer 8 coups de feu en un seul mouvement fluide sans perdre sans hésiter. L'armée américaine ne mettait pas seulement ses hommes, il réécrivait les règles du combat d'infanterie. Et dans le Pacifique, où chaque mètre de terre était contesté avec des clous et des ongles, cette différence ne médiate pas en mètres, mais dans la vie. Ce n'était pas seulement une question de tournage, une révolution dans l'art de la guerre. Les manuels sur le terrain de l'armée américaine, tels que FM 23A5, ne se contentaient pas de tireurs compétents, ils ont exigé des chasseurs. L'objectif n'était pas seulement de frapper 40 à 50 tirs par minute, mais de le faire avec une précision chirurgicale, où chaque balle a trouvé sa cible tandis que le doigt a toujours appuyé sur la détente pour la suivante. Le secret n'était pas à une vitesse brute, mais dans la fluidité mortelle, garder la cible alignée entre les tirs, observant l'impact, en s'adaptant en millisecondes et en réengageant, le tout sans casser la posture, sans perdre le rythme. Garand n'a pas pardonné d'erreurs de technique, mais a récompensé l'excellence avec une supériorité écrasante. Et les Américains se sont entraînés pour cela comme si leur vie en dépendait, parce qu'ils dépendaient. Alors que d'autres armées rationnaient des munitions comme si elles étaient de l'or, l'armée américaine distribuait des balles comme l'eau. Une recrue a tiré au moins 210 tirs uniquement dans la qualification de base, mais les unités de combat, se préparant pour l'enfer du Pacifique, ont brûlé des milliers de cartouches par homme. Ce n'était pas un gaspillage, c'était l'instinct de forçage. Chaque fissure garant, chaque retraite contrôlée, chaque clip a expulsé ce ping caractéristique enregistré dans le muscle et l'esprit, une vérité indéniable, lorsque le moment est arrivé, le corps agirait sans réfléchir. La confiance ne venait pas de la théorie, mais de la répétition à l'épuisement, jusqu'à ce que le fusil devienne une extension du bras et du combat, une symphonie de destruction précise. Naval Marine, initialement sceptiques, préoccupés que semi-automatique corrompait la tradition du tir d'élite, ils ont emmené le concept à l'extrême. Pour eux, garant n'était pas une excuse pour tirer davantage, mais pour bien faire les choses. La doctrine du corps n'a pas accepté et pulvérisé et prié, chaque coup devrait être une condamnation à mort, seulement maintenant, grâce à M1, ces phrases pourraient être prononcées en série. Les Japonais, en revanche, ont perfectionné une philosophie opposée. Pour eux, le coup de feu était un rituel presque sacré, Ichijukatsu, un coup de feu, une mort. Formés avec Arisaka de type 38, master de précision à de longues distances, les soldats impériaux croyaient que le balistique était secondaire à l'esprit. Ces manuels ont prêché, le fusil et la baïonnette ne sont que des extensions de la volonté du guerrier. Une croyance a été forgée dans les victoires contre les Russes en 1905, lorsque aux samouraïs discipline avait triomphé des armées plus grandes mais moins déterminées. Mais le Pacifique n'était pas Mukden. Dans les jungles Guadalcanal ou les plages de Tarawa, les 600 mètres d'Arisaka étaient inutiles lorsque l'ennemi est apparu à 20 mètres derrière un arbre et a tué 8 coups de feu avant que les Japonais ne puissent éjecter la cartouche usée. Les Banzai, ces attaques furieuses qui avaient écrasé les adversaires moins préparés, boulonnaient sur un mur de plomb. Le son de garant en action n'était pas seulement une menace, c'était une exécution continue. Le rythme constant des coups de feu, ponctué par le ping métallique des clips vides, n'a laissé aucun doute, qui portait un M1 n'a pas tiré, c'était. Les Japonais ont essayé de se convaincre que ce n'était qu'un bruit.
Un document de formation capturé en 1943 a demandé « Le feu automatique américain ressemble à plusieurs mitrailleuses, mais ne soyez pas intimidés. Rappelez-vous leur supériorité spirituelle. » Supériorité qui a duré jusqu'au premier Sareva de .30-06. Yukio Nakamura, un soldat capturé à Seppan, a avoué ce que tout le monde savait déjà, ils ont dit que les Américains étaient des lâches qui dépendaient des machines. Mais leurs fusils ne s'arrêtaient pas. C'était comme combattre une machine, pas les hommes. Pendant ce temps, de l'autre côté des tranchées, des marines comme James Russell ont souri amèrement, quand ils sont venus en courant, vous ne paniqueriez pas. Cela a juste commencé à tirer. Et il a continué à entendre le ping. Les mathématiques de carnage étaient implacables. Une équipe américaine 12 hommes, 10 garants et 2 barres, peut vomir 500 coups par minute, toutes des cibles. Une équipe japonaise, avec ses Arizaka, a à peine atteint 180, et que si les hommes étaient exceptionnels. Au niveau de l'entreprise, la différence est devenue un abîme. Dans la bataille de Henderson Field, le 164 TH Infanterie Régiment a démontré ce qui s'est passé lorsque 200 hommes avec garant ont décidé de ne pas mourir. La société G a tiré 30 000 tirs en une seule nuit, 150 par homme, et est toujours partie avec de légères victimes. Les Japonais, en revanche, ont appris une leçon sanglante, lorsque 800 hommes portent des baïonnettes contre un mur de 8000 balles par minute, la supériorité spirituelle devient juste un autre cadavre sur la plage. Et donc, After Island, Tarawa, Kwajalein, Peleliu, Iwo Jima, le modèle s'est répété. Les Japonais, incapables de faire correspondre le volume de tir, ont recours au désespoir, Banzai est devenu une embuscade, les attaques de front se sont transformées en défense contre la mort. Mais même derrière bunker, la lenteur d'Arizaka les a trahis. Alors qu'un Américain avec garant pouvait faire des erreurs, s'ajuster et frapper en quelques secondes, un Japonais avec son action a perdu la fenêtre d'opportunité et sa vie. L'Empire du Japon a payé, en chair et en os, pour le péché d'avoir trop gagné en 1905. Sa victoire contre les Russes avait cimenté une vérité dangereuse, que l'esprit pouvait surmonter l'acier. Jusqu'à ce que, sur les sables du Pacifique, l'acier répond. Et la réponse était automatique. Le mythe de la victoire de 1905 avait aveuglé le Japon vers une vérité brutale, la guerre n'était plus un duel de testament, mais une équation de production balistique et de masse. Pendant que l'Europe se noyait dans la boue et les mitrailleuses dans la Grande Guerre, l'apprentissage dans le sang que le feu automatique a dicté le sort des armées, l'Empire du Soleil le vent observait de loin, et il ne comprenait rien. Les généraux qui adoraient toujours le fardeau à la baïonnette à Port-Arthur ont ignoré que dans les tranchées de la France, le général Pershing avait déjà écrit la nécrologie de la guerre romantique, le soldat qui peut tirer plus précisément dans les plus brefs délais dominera le champ de bataille du futur. Cette phrase n'était pas une prophétie, c'était un verdict. Et les Américains, avec leur obsession de l'efficacité mécanique, l'ont transformé en acier et en poudre à canon. Alors que le Japon rêvait de gloire passée, les États-Unis ont passé 2 décennies à forger non seulement une arme mais un système d'annihilation. Un garant n'est pas né du hasard, c'était le produit de 1000 arts de test, d'usines reconfigurées, d'une nation qui comprenait que la guerre moderne a été acquise dans les chaînes de montage autant que dans les champs de bataille. Chaque garant sorti des presses de Springfield Armory était une leçon d'histoire appliquée, une réponse directe aux horreurs des mitrailleuses Maxim et des leçons ignorées par le Japon. Lorsque le fusil a été adopté en 1936, ce n'était pas seulement une arme supérieure, c'était la matérialisation d'une doctrine, la supériorité industrielle écrase la supériorité spirituelle. Les Japonais, bien sûr, ont réalisé l'erreur, trop. Dans les années 1930, tandis que les ingénieurs américains ont perfectionné Garand, l'armée impériale a joué l'alchimie avec des prototypes semi-automatiques, tels que le type Code Nambu, des armes qui ne sont jamais passées des curiosités de laboratoire. Les ressources divraient vers les navires et les avions, comme si la guerre était encore décidée dans la mer ou dans le ciel, pas dans la jungle, où le soldat avec son doigt sur la détente droite a dicté qui a survécu. Le désespoir les a conduits à une ironie amère, essayer de copier l'ennemi. Le type 4, ou le type 5, car beaucoup l'appellent mal, ont eu une confession de défaite technique. Une tentative pathétique de cloner le Garand, adapté au calibre de 7,7 mm et alimenté par des chargeurs de clips de décapage, comme si le génie américain pouvait être réduit à un manuel d'instruction. Ils ont réussi à assembler un maximum de 125 fusils avant l'effondrement. 125. Alors que les États-Unis ont produit 4 millions de Garand. Les chiffres ne mentent pas, et en guerre, ils condamnent. Un Garand, avec ses munitions M2, crash de 2656 pieds lb de puissance en tirant.
Un soldat formé, avec ses 40 tirs par minute, a essuyé 106 240 PLB de destruction toutes les 60 secondes. L'Arisaka Type 99, piégé dans son système de boulons, a répondu avec un maigre 34 500 PLB en même temps après un tiers de la puissance de feu. Ce n'était pas une différence, c'était un abîme. Et quand le balistique était avec la jungle, la supériorité est devenue une phrase. À 300 mètres, une distance épique sur les combats du Pacifique, le Garand .30-06. Le japonais de 6,5 mm, plus précis sur papier, est arrivé et fané, avec seulement 1100 lblb, souvent détenu par un coffre ou un casque. Les mathématiques de la mort étaient implacables, le soldat américain a non seulement jeté plus vite, il a tué plus efficacement. Les tests à Aberdeen prouvant le terrain en 1940 ont scellé le verdict. À 200 mètres, les tireurs avec Garand ont réussi 24 tirs par minute sur des cibles humaines, avec une précision de 90%. Ceux qui ont utilisé Springfield M1903, indien en opération à Arisaka, seulement 10 tirs, avec 85% des coups sûrs. Dans les simulations d'embuscade, un soldat de Garand a engagé 3 ennemis à un moment où un tireur de boulon entraîne un. Et lorsque la fatigue est entrée dans la scène, la différence est devenue l'exécution. Après 5 minutes de feu continu, les utilisateurs de M1 ont maintenu 80% de leur cadence initiale, les ballas ont couru à 60%, épuisés pour combattre la mécanique de leur propre arme. Le Garand n'a pas nécessité de force brute, il y a un doigt dans la gâchette. Arisaka a chargé son bras, l'épaule, la résistance d'un homme déjà vendu par la guerre. Des rapports de combat ont confirmé le massacre. À Guadalcanal, les unités de l'armée avec des Garands ont consommé entre 150 et 200 tirs par homme par jour de combat intense. Les marines, toujours piégées dans les champs de printemps, ont tiré 60 à 80. Ce n'était pas des déchets, c'était l'efficacité. Alors que les Américains ont saturé la jungle de plomb, les Japonais, quand ils avaient des munitions, pouvaient à peine répondre. Ces rapports capturés ont crié le désespoir, le feu ennemi a de la densité et de la précision au-delà de nos attentes, a admis le général Yakutak. Chaque soldat américain a l'air armé d'une mitrailleuse. La solution ? Attaquer la nuit, comme les serpents, car le jour, la supériorité du feu les a transformés en cibles mobiles. Ainsi, quand Kuribayashi, le génie d'Iwo Jima, a abandonné la banza suicidaire et il a ordonné à ses hommes de combattre les terrifices enrichis, n'était pas tactique, il y avait un abandon à la réalité. Les fusils automatiques américains sont des armes remarquables, écrit-il en janvier 1945. Chaque soldat est équivalent à 3 ou 4 nôtres. Nous ne pouvons pas gaspiller des vies en cargaison futile. Mais même sa défense en profondeur n'a pas reporté l'inévitable, lorsque l'infanterie américaine a avancé, il l'a fait sous une paroi de feu qu'aucun Bushido ne pouvait casser. Le Japon a essayé de se sauver avec des correctifs. Le Type 100, son mitrailleur, était un jouet, 27 000 unités produites, des munitions de 8 mm n'en-but trop faibles pour la distance des combats. Et le Type 4, la copie désespérée de Garand, a été le test final, ils savaient qu'ils étaient perdus, mais ils n'avaient pas de temps, pas d'acier, pas d'hommes pour changer leur destin. Lorsque les Américains ont pris Yokosuka en 1945 et ont trouvé les prototypes abandonnés, ce n'était pas une arme qu'ils ont vue, une épitaphe. Enregistrée en métal et poudre à canon, fois pas pour les balles. Même les améliorations mineures, la retraite assombrie en caoutchouc, le verrouillage du boulon après le dernier coup, étaient les détails d'une illusion. Oui, les ingénieurs japonais avaient étudié le Garand, démantelé leur ingénierie, compris leur supériorité. Mais quel était l'intérêt de comprendre l'ennemi s'il ne pouvait pas égaler lui? Sur les 250 unités partiellement fabriquées, seulement 100 à 125 ont été montées. Le Type 4 n'était pas une arme, une reconnaissance de la défaite, sculptée en acier et une ambition frustrée. Ils savaient que M1 était meilleur. Ils savaient que leurs soldats sont morts dans un désavantage. Mais l'admettre à haute voix? Ce serait de trahir le code qui les a maintenus debout. Le colonel Masanobu Tsuji, qui a survécu à plusieurs fronts, a avoué après la guerre, nous savions que les Américains avaient des armes supérieures. Mais dire aux hommes, c'était comme déchirer leur dernier espoir. Puis ils ont menti. Ou plutôt, ils ont construit une vérité plus pratique. Spécialisation spirituelle sur le matériel. La croyance qu'un soldat japonais, avec un Arisaka dans sa main et un cri dans sa poitrine, valait 10 Américains avec ses fusils semi-automatiques. Cette foi était aussi vitale que les balles, et à la fin, aussi mortelle que leur manque. Les manuels de formation ont révélé la priorité, 3 pages pour IM.
12 pour combattre la mêlée et la préparation spirituelle. En 1944, tandis que les Marines américains ont suivi un coup rapide avec Garand, les recrues japonaises ont encore répété les coups à baïonnette contre la paille. Pas par ignorance, par le dogme. La guerre, pour eux, n'a pas été gagnée avec le plomb, mais avec Sixin, l'esprit indomptable. Jusqu'à ce que la réalité d'Okinawa les écrase contre le sol. À la porte de la maison, 120 000 Japonais attendaient les 180 000 Américains avec un plan, plus de cargaisons de banzas suicidaires, mais des tranchées excavées sur la roche, des thunes, des positions camouflées. Tactique, pas fanatisme. Mais même la meilleure défense se heurte à un problème de base, comment tenir une vague avec une connerie? Les Arisaka précis mêlants ne pouvaient pas soutenir le volume de tir nécessaire. Alors qu'un tireur japonais recharge, un marin américain avait déjà tiré 8 fois, et rechargé. Desmond Doss, le docteur qui a sauvé 75 hommes sans porter de pistolet, a décrit le son qui couvrait leur course à travers la zone de mort, les Garands ne s'arrêteraient pas. C'était juste un rugissement, comme une tempête métallique. S'ils n'avaient que des fusils à boulons, je n'aurais pu atteindre personne. Le 4 mai, lorsque 5000 Japonais ont avancé sur le seul contre-manger organisé de la bataille, ils l'ont trouvé, un mur de feu semi-automatique. Ils sont venus en vague, mais pas comme avant, une attaque planifiée, avec un soutien d'artillerie, a rappelé le soldat Martin Brennan. Nos Garants n'ont pas donné de trêve. 8 coups, pigne, recharge, 8. Ils en ont lancé un, 2 fois, et ils étaient déjà par terre. Le résultat? 4000 morts japonais. 714 américains. Les mathématiques de la guerre moderne, écrites en SA. NGU, courage ne surmonte pas la cadence de tir. Même dans la mêlée, où la baïonnette devrait être le grand égal, le Garand a décidé. Le sergent William Manchester, qui deviendrait plus tard un historien, a vu de près, au milieu du chaos, un homme avec un M1 pourrait tirer 8 fois sans retirer son doigt de la détente. Les Japonais, avec leurs barres, tremblaient en essayant de se recharger alors que le nôtre continuait de tirer. C'était la différence entre vivre et mourir en quelques secondes. Et si Okinawa était la répétition, l'invasion du Japon serait la dernière pièce. L'opération Dawnfall n'a prédit qu'un demi-million de Garand uniquement en remplacement, Springfield et Winchester produisant 2000 fusils par jour jusqu'en novembre 1945. 100 millions de cartouches .30-06 par mois, les planificateurs de la cause savaient, chaque homme sur Terre aurait besoin d'un rideau de plomb pour survivre. D'un autre côté, les Japonais avaient 2,5 millions d'Arisaka entre les mains de soldats, et des millions de fusils d'entraînement, un mousquet à pied, même des lances en bambou distribuées aux civils. Le type 99, pressé en 1945, était si mauvais que les Américains doutaient qu'il n'explosait pas dans la main du tireur. Ils ont tout planifié, les kamikazes terrestres, les nageurs explosifs, même les armes biologiques. Arisaka, autrefois symbole du pouvoir impérial, venait de devenir une pièce de plus dans un arsenal désespéré. Lorsque les bombes atomiques sont tombées, ils ont épargné le monde de voir ce qui se passerait lorsque 500 000 Garants étaient confrontés à une nation armée de fouets et de couteaux. L'héritage de M1 ne s'est pas terminé en 1945. Les Soviétiques, qui avaient combattu avec le fusil semi-automatique SVT-40 coûteux et difficile à produire, ont déclaré les Garants capturés et créé les SK. Les Chinois, qui inonderaient le monde du type 56, ont bu de la même source. Parce que la leçon était claire. C'était, porter entre ses mains un instrument de guerre qui, malgré sa chirurgie et sa robustesse incontestable, appartenait à un âge qui avait déjà été surmonté par le nombre implacable de productions de masse et de sciences balistiques modernes. Alors que le ping métallique d'un clip éjecté résonnait comme une cloche funéraire pour les vagues d'assaut japonais, l'Arisaka, avec son long tuyau, sa cible réglable et son mécanisme de précision, il a été conçu pour un conflit où chaque tir a été soigneusement calculé, où la discipline du feu a prévalu sur le volume. Mais la Seconde Guerre mondiale n'était plus cette guerre. C'était un conflit où les mathématiques de destruction ont dicté les résultats. 8 tirs en 15 secondes contre 2. Un soldat américain rechargeant 2 mouvements contre un Japonais qui avait besoin de 4 pour faire fonctionner le boulon, perdant son objectif et réalisant la cible. Multiplier cela par des pelotons, des entreprises, des divisions. Le résultat n'était pas une question de courage, mais d'arithmétique pure. Les Japonais le savaient. Leur manuel d'entraînement, capturé à Seppan et Iwo Jima, ont demandé aux soldats d'avancer jusqu'à 50 mètres des lignes américaines avant d'ouvrir le feu, car en plus de cette distance, la supériorité de la cadence M1 a fait des coups de feu un suicide statistique. Malgré cela,
ils ont avancé. Parce que lorsque l'alternative est la reddition ou le déshonneur, les mathématiques perdent son sens. Et donc, sur les plages de Peleliu, où le sable s'est mélangé à du sang et à des coraux écrasés, le M1 Garand n'était pas seulement une arme, c'était un multiplicateur de force. Alors que les marines navales ont creusé des tranchées avec leurs baïonnettes et ont tiré des cibles, ils pouvaient à peine voir à travers la fumée et la pluie, le fusil semi-automatique leur a donné un avantage que ni l'épuisement ni la soif ni les attaques de kamikazes ne pouvaient annuler. Chaque ping était une promesse, un Japonais de plus dans la tranchée à l'avance. Un autre maître de terre a conquis. Un pas de plus vers la fin. Les chiffres ne mentent pas. Dans la bataille d'Okinawa, où la résistance japonaise était plus fanatique, les troupes américaines ont organisé avec les M1 des pertes enflammées dans la proportion de 15 à 1 dans certains secteurs. Anglais ennemi de 15 soldats. Avait pour chaque Américain perdu. Non pas par magie, ni par destin, mais parce qu'un fusil qui permettait à un homme de tirer 8 coups tandis que son adversaire tirait 2 coups transformait chaque engagement en une exécution systématique. Les Japonais, à leur tour, recourent à des tactiques de plus en plus désespérées, attaques nocturnes, embuscades, armes improvisées. Parce qu'en plein champ, sous un soleil de plomb ou sous une pluie battante, l'Arisaka, aussi bien construit soit-il, était un marteau essayant de rivaliser avec une mitrailleuse. Et lorsque la guerre a pris fin, lorsque les derniers coups de feu ont été tirés et que les survivants ont compté leurs morts, l'héritage du M1 Garand était déjà inscrit non seulement dans les archives des batailles, mais dans la géopolitique même de l'après-guerre. Les Soviétiques, qui avaient ressenti le prix à payer pour affronter les semi-automatiques équipés de mousquetons, ont accéléré le développement de l'AK-47, un fusil qui, comme le Garand, privilégiait la cadence de tir et la simplicité plutôt que la précision millimétrique. Les Chinois, qui avaient vu leur division décimée en Corée par des pelotons américains armés de M1, adoptèrent le type 56 non pas par hasard mais par nécessité. Même les Japonais, désormais alliés des États-Unis, ont récupéré le fusil qui les avait vaincus, un geste ironique de l'histoire, comme si le destin voulait leur rappeler qu'en fin de compte, la guerre n'est pas gagnée par des esprits indomptables, mais par les nations qui parviennent à mettre la bonne arme entre les mains de leurs soldats, au bon moment. Aujourd'hui, lorsqu'un collectionneur élève un M1 Garand à hauteur d'épaule et ressent le recul familier, lorsque le ping du chargeur résonne sur un stand de tir au milieu de nulle part, il ne fait pas que tirer avec un fusil. Vous détenez un morceau d'histoire qui a décidé du cours d'un continent. Vous entendez le son qui, il y a 80 ans, a scellé le sort des empires. Et tandis que l'Arisaka, avec son élégance mécanique et son passé de samouraï, s'installe dans les vitrines comme une relique d'une époque de guerre romantique, le Garand reste là où il a toujours été, entre les mains de ceux qui comprennent qu'en fin de compte, les batailles ne sont pas gagnées par les poètes, mais par les ingénieurs. Par des hommes qui savent qu'entre un tir bien placé et 2 tirs rapides, l'histoire choisit toujours les 2. Car la guerre n'est pas un duel d'honneur, mais une froide équation. Et dans les mathématiques du combat, un homme équipé d'un verrou ne peut l'actionner qu'aussi vite que ses doigts le lui permettent, tandis que l'autre, doté d'un mécanisme qui crache du feu à chaque pression sur la gâchette, réécrit les règles du champ de bataille. La précision d'Arisaka est indéniable, son âme de samouraï résonne encore dans l'acier poli des musées et dans les collections de ceux qui vénèrent le passé comme de l'art. Mais Garand ? Ce n'est pas seulement dans les fenêtres. Il est vivant sur les stands de tir, entre les mains de tireurs qui, 8 décennies plus tard, ressentent encore le poids de l'histoire à chaque cliquetis métallique qui annonce « recharger ». Le combat n'est pas fini. Parce que dans la jungle du Pacifique, où chaque mètre de terre se battait bec et ongle, la supériorité ne se mesurait pas en centimètres de tuyaux ou en pureté des lignes d'un projet, mais en capacité à transformer un peloton en tempête. Le Garand a fait de chaque soldat américain une mitrailleuse ambulante. 8 tirs, 8 décisions, 8 occasions de renverser la situation avant même que l'ennemi ait fini d'aligner le 3e. Et lorsque l'écho de cette dernière balle s'est perdu dans l'air humide des îles, ce qui restait n'était pas seulement le bruit de la victoire, mais la certitude que, dans la guerre moderne, le courage sans tir rapide n'est qu'une épitaphe qui attend d'être écrite. Le verdict final n'appartient pas aux braves, ni à ceux qui sont morts l'épée à la main. Il appartenait à l'ingénierie qui mettait le pouvoir d'une volée entre les mains de ceux qui savaient comment l'utiliser. 8 balles. Un déclencheur. Et le son qui, plus que n'importe quel cri de guerre, a dicté la fin d'un empire.